Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme d'AGSP, l'axe 1, exploiter, préserver et protéger. C'est un thème qui est absolument central pour comprendre notre relation à l'environnement et surtout un sujet qui tombe très souvent au baccalauréat. Alors on va décortiquer ça ensemble. Vous allez voir par exemple que la façon dont on gère nos forêts aujourd'hui, ça prend racine dans une décision qui date de Louis XIV. C'est parti, on plonge dans le sujet. Notre plan va être simple et efficace en 2 temps. D'abord, on va se pencher sur un cas très concret, la forêt française. Ça va nous permettre de voir comment on gère une ressource sur le très long terme. Et puis, dans un second temps, on prendra un peu de hauteur pour analyser les 2 grandes ruptures historiques qui ont complètement changé le rapport de l'humanité à la nature. On commence donc notre voyage dans le temps avec la forêt française. Et pour bien comprendre comment elle est gérée aujourd'hui, il faut absolument remonter au XVIIe siècle et à un personnage clé, Colbert. La France périra faute de bois. Quand Colbert, le fameux ministre de Louis XIV, dit ça, il ne plaisante pas. Cette phrase, elle pose parfaitement le décor. Au XVIIe siècle, le bois, ce n'est pas juste un truc pour se chauffer ou construire des meubles. Non, c'est une ressource stratégique, vitale pour la puissance du royaume. Mais alors, pourquoi cette obsession pour le bois ? Eh bien, la raison est simple. L'ambition de Colbert, c'est de construire une marine de guerre immense, capable de rivaliser avec la grande puissance de l'époque, l'Angleterre. Et pour construire un seul vaisseau de la marine royale, il faut des milliers de chaînes centenaires. Vous imaginez ? La forêt, c'est donc littéralement le pilier de la puissance militaire et navale de la France. Du coup, pour sécuriser cette ressource, Colbert va mettre en place une grande ordonnance en 1669. En fait, c'est le premier vrai code forestier. L'idée, c'est de centraliser la gestion des forêts. L'objectif est double. D'un côté, assurer un stock de bois durable pour la marine, et de l'autre, affirmer le contrôle de l'État royal sur l'ensemble du territoire. La forêt devient un bien de l'État qu'on gère de manière rationnelle, planifiée. Bon, maintenant, jetons un œil à ce graphique. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir que malgré tous les efforts de Colbert, la forêt a continué à reculer. Mais pourquoi ? Tout simplement à cause de la pression de l'agriculture. Il fallait bien défricher pour nourrir une population qui n'arrêtait pas de grandir. En fait, il faudra attendre le 19e siècle, avec le passage au charbon comme source d'énergie et de nouvelles lois, pour que la tendance s'inverse enfin et que la France se mette à reboiser. Évidemment, cette prise de contrôle de la forêt par l'État, ça ne s'est pas fait sans heurts. En réglementant de manière très stricte qui a le droit de faire quoi dans la forêt, l'État entre directement en conflit avec les populations locales qui, elles, dépendaient de la forêt pour vivre. L'exemple le plus connu, c'est la guerre des demoiselles en Ariège. Des paysans, déguisés en femmes pour ne pas être reconnus, se révoltent contre un nouveau code forestier qui les prive de leurs droits d'usage ancestraux. Et attention, ces conflits d'usage, ce n'est pas juste de l'histoire ancienne. Ils existent toujours aujourd'hui, même si les acteurs ont changé. On a les tensions entre industriels et écologistes, entre randonneurs et chasseurs, ou même entre vététistes et promeneurs. La forêt, hier comme aujourd'hui, ça reste un espace qui est convoité et donc disputé. Faisons un bond jusqu'à nos jours. Notre regard sur la forêt a complètement, radicalement changé. Ce n'est plus juste une simple réserve de bois. Comme le montre très bien cette infographie, on la voit maintenant comme un écosystème qui a plein de fonctions. C'est un réservoir de biodiversité, un puits de carbone crucial contre le changement climatique, et bien sûr, ça reste une ressource économique et un lieu de loisirs. Mais attention, il faut nuancer un peu ce beau tableau. La gestion industrielle de la forêt est aujourd'hui très critiquée. Cette citation de François-Xavier Drouet, elle met le doigt sur les problèmes. La monoculture, c'est-à-dire planter une seule espèce d'arbre, les coupes rases où on rase tout, les engins hyper lourds qui tassent les sols, bref, des pratiques qui sont copiées sur l'agriculture intensive et qui menacent la biodiversité et la santé des sols. Allez, passons à notre deuxième partie. On va prendre du recul pour voir comment ces enjeux actuels s'inscrivent dans une histoire beaucoup plus longue. On va s'intéresser aux 2 ruptures majeures qui ont totalement redéfini la relation entre les sociétés humaines et leur environnement. La première grande rupture, c'est la révolution néolithique, qui commence il y a à peu près 12 000 ans. Ce tableau, il résume parfaitement le basculement. On passe d'un mode de vie de chasseur-cueilleur, nomade, où l'humain prend ce que la nature lui donne, à un mode de vie d'agriculteur-éleveur, sédentaire. Le point absolument crucial ici, c'est que l'humain ne se contente plus de dépendre de la nature, il commence à la transformer, à la façonner pour répondre à ses propres besoins. Et comme on le voit bien sur cette carte, cette révolution, elle ne s'est pas passée partout en même temps. Elle a émergé dans plusieurs foyers d'invention, comme le croissant fertile au Proche-Orient, et puis elle s'est diffusée très progressivement à travers le monde sur des milliers d'années. Et là, les conséquences sur l'environnement, elles sont immenses, et surtout irréversibles. Pour cultiver, il faut de la place, donc il faut défricher. C'est le début des déboisements massifs. Les grandes forêts primaires d'Europe, par exemple, disparaissent presque entièrement.
En sélectionnant les plantes et les animaux les plus utiles, l'homme modifie le vivant et par conséquent, il réduit la biodiversité sauvage. C'est vraiment la première fois que l'humanité transforme les écosystèmes à une si grande échelle. La deuxième rupture majeure, c'est bien sûr la révolution industrielle qui démarre à la fin du XVIIIe siècle. Là, c'est un changement de dimension. Tout est basé sur de nouvelles sources d'énergie, le charbon d'abord, le pétrole ensuite, qui vont démultiplier la capacité de l'homme à transformer le monde. C'est une accélération incroyable. Le contraste entre ces deux images est saisissant. Il illustre parfaitement la rupture. À gauche, on a un paysage qu'on pourrait qualifier de pré-industriel, celui du Morvan. Et à droite, le nouveau paysage de l'industrie, avec ses usines, ses hautes cheminées, la pollution. L'industrialisation, ça ne transforme pas juste l'économie, ça redessine complètement les paysages et l'environnement. Et ce graphique, c'est sans doute la preuve la plus spectaculaire, la plus parlante de l'impact de cette révolution. Regardez bien, la concentration de CO2 dans l'atmosphère est restée quasi stable pendant presque 800 ans. Et puis, d'un coup, à partir de la révolution industrielle, la courbe s'envole de manière exponentielle. C'est vraiment là que commence l'altération profonde du climat de notre planète. Et on termine avec ça, c'est l'outil indispensable pour le bac sur ce chapitre. Ce tableau définit 4 notions clés: exploiter, conserver, protéger et préserver. Il faut absolument maîtriser ces concepts et leurs nuances. Exploiter, c'est simple, on utilise les ressources. Conserver, c'est les gérer de façon durable, pour l'avenir. Protéger, c'est limiter les dégradations d'un milieu. Et enfin, préserver, c'est le plus fort. C'est maintenir un milieu dans son état naturel, sans intervention humaine. C'est vraiment cette grille de lecture qui va permettre d'analyser n'importe quel document sur les enjeux environnementaux avec précision. C'est la clé du succès pour ce thème.